Le président de la République affirme que notre pays dispose de tous les facteurs nécessaires pour devenir l'un des principaux acteurs du marché mondial de l'hydrogène vert et des industries minières vertes. Le président de la République s'entretient à Bruxelles avec de hauts responsables de l'Union européenne, dont le président du Conseil européen, le responsable de la politique étrangère de l'Union, le commissaire européen à l'énergie et son commissaire aux partenariats internationaux. Le Premier ministre reçoit une délégation des Nations Unies dirigée par Mme Ahuna Eziankoua, directrice régionale du Programme des Nations Unies pour le développement en Afrique. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a participé aujourd'hui à Bruxelles à une séance sur la transition énergétique et l'hydrogène vert dans le cadre des activités du Global Gateway Forum organisé par l'Union européenne. Dans son discours à cette occasion, son Excellence le président de la République a déclaré que notre pays dispose de tous les facteurs nécessaires pour devenir l'un des principaux acteurs du marché mondial de l'hydrogène vert et des industries minières vertes, grâce à son énorme potentiel en matière d'énergie renouvelable, estimé à 4000 gigawatts, dont 500 sont prêts à être développés immédiatement. À cela s'ajoute sa situation géographique unique et ses riches réserves en minerais, notamment le fer. Écoutons le président de la République. Bonjour, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je tiens tout d'abord à exprimer tout le plaisir que j'ai à prendre part avec vous à ce panel consacré à la transition énergétique et l'hydrogène vert. Je voudrais aussi à cette occasion féliciter Son Excellence, Madame la Présidente de la Commission de l'Union européenne, ainsi que l'ensemble des dirigeants des pays membres de l'Union pour avoir lancé l'initiative Global Gateway qui vise à contribuer de façon profonde et durable à la dynamique de la croissance et du développement des pays partenaires de l'Union européenne, notamment des pays africains. Mesdames et Messieurs, si les énergies fossiles ont été au cœur de la révolution industrielle, des progrès technologiques et des transformations économiques et sociales dans les pays actuellement développés, leur utilisation intense aujourd'hui n'est plus soutenable. Toutes les études scientifiques sur les changements climatiques dressent un sombre tableau dramatique du devenir de la planète et de l'humanité tout entière si l'utilisation des énergies fossiles continuait à maintenir son rythme actuel. Il va donc nous falloir, et très rapidement, œuvrer pour bâtir des économies plus sobres en carbone, tout en maintenant et en accélérant la croissance économique. Le challenge est certes énorme, mais pas impossible à relever. C'est dans ce cadre que s'accélère le développement à grande échelle des énergies renouvelables. Mais c'est l'hypothèse si l'hydrogène vert qui offre aujourd'hui les opportunités économiques, sociales et environnementales les plus grandes, et tout semble indiquer que, dans son développement à grande échelle, l'objectif de la conférence de Paris de limiter la hausse des températures à 1,5 degré ne pourra pas être atteint. Notre pays, la Mauritanie, par son énorme potentiel en énergie renouvelable, estimé à 4000 gigas, dont 500 peuvent être développés immédiatement,
par sa position géographique unique, ses richesses réserves minières, notamment en fer, dispose de tous les atouts nécessaires pour devenir l'un des principaux acteurs du marché mondial de l'hydrogène vert et des industries minières vertes. C'est l'ambition que nous nous sommes fixés. Aussi, nous avons signé des mémorandums d'entente avec 4 sociétés pour la production à grande échelle de l'hydrogène vert. La production locale de cette nouvelle énergie devrait permettre la production d'acier vert à grande échelle et inscrire notre pays sur une trajectoire d'industrialisation rapide tout en évitant à l'humanité l'équivalent des émissions annuelles de gaz à effet de serre d'un pays industrialisé de taille moyenne. Cependant, la transformation de ce potentiel en développement réel nécessite quelque chose quand même. Ça nécessite la mobilisation de ressources financières importantes, ça nécessite la mise à l'échelle de la technologie, ainsi que la mise en place d'infrastructures appropriées. Aussi, nous avons engagé plusieurs actions visant à renforcer notre niveau de préparation en vue de devenir un producteur compétitif en matière d'hydrogène vert. Nous allons lancer dans les semaines à venir une étude sur les infrastructures et nous nous doterons d'un code solide de l'hydrogène vert avant la fin de l'année, ainsi que d'un cadastre de l'hydrogène vert qui garantiront la transparence, l'efficacité et l'équité dans l'octroi des permis. Il est clair que le développement de l'hydrogène vert a vocation à être un pilier essentiel de l'initiative Global Gateway. Il faut pour cela trouver des solutions innovantes pour le financement du développement d'infrastructures et de projets d'hydrogène vert compétitifs. Il est en particulier impératif de réduire le coût du capital pour les investissements privés étrangers à travers des financements plus concessionnels et la mise en place de fonds de garantie. La majorité des projets d'hydrogène vert qui ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement jusqu'ici sont situés dans les pays industrialisés et non dans des pays en voie de développement. Bien que le potentiel et les ressources d'énergie soient plus importantes dans les pays en développement. Dans la grande course à l'hydrogène vert, nous devons éviter que l'histoire ne se répète et que l'Afrique ne soit encore une fois de plus laissée pour compte. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, s'est entretenu ce matin au siège de l'Union européenne à Bruxelles avec le président du Conseil européen, M. Charles Michel. Les entretiens ont porté sur la coopération exemplaire entre la Mauritanie et l'Union européenne, ainsi que sur les moyens permettant de la renforcer et de la développer dans tous les domaines. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, s'est entretenu aujourd'hui au siège de l'Union européenne à Bruxelles avec le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, M. Joseph Borrell. Les entretiens ont porté sur la coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne ainsi que sur des questions régionales et internationales. Le président de la République est depuis hier à Bruxelles pour prendre part aux travaux du Global Gateway Forum organisé par l'Union européenne dans le but de créer des partenariats et des investissements dans le monde entier, dans les domaines des infrastructures, de la santé, de l'éducation, de la recherche scientifique, des chemins de fer, des matériaux de construction, des autoroutes, de l'énergie et de la sidérurgie. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a tenu aujourd'hui au siège de l'Union européenne à Bruxelles une réunion avec le commissaire européen chargé de l'énergie. La réunion a permis de discuter de la coopération dans le domaine de l'énergie entre notre pays et l'Union européenne. La réunion s'est déroulée en présence de M. Mokhtar Ould Diaye, ministre directeur du cabinet du président de la République, du ministre de l'économie et du développement durable, M. Abdessalam Mohamed Saleh, et de l'ambassadeur de notre pays à Bruxelles,
M. Mohamed Mahmoud Ibrahim Khalil, aux côtés de son Excellence M. Guillaume Jones, ambassadeur et chef de la mission de l'Union européenne dans notre pays. À Bruxelles, toujours, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a tenu ce soir une réunion avec Mme Ghouta Urpilnen, commissaire aux partenariats internationaux, pour discuter des moyens de renforcer et de développer la coopération et le partenariat entre notre pays et l'Union européenne dans divers domaines. La réunion s'est déroulée en présence de M. Mokhtar Ould-Diaye, directeur du cabinet du président de la République, et du ministre de l'économie et du développement, M. Abdessalam Mohamed Saleh, et de l'ambassadeur de notre pays à Bruxelles, son Excellence M. Mohamed Mahmoud Ibrahim Khalil, aux côtés de son Excellence M. Guillaume Jones, ambassadeur et chef de la mission de l'Union européenne dans notre pays. Ici à Nouakchott, le Premier ministre, M. Mohamed Ould-Bilal Massoud, a reçu dans son bureau à Nouakchott une délégation des Nations Unies dirigée par Mme Ahouna Eziakounoua, directrice régionale du programme des Nations Unies pour le développement en Afrique. La rencontre a été l'occasion de discuter des relations de coopération entre la Mauritanie et le système des Nations Unies et les moyens de les renforcer et de les développer davantage. La réunion s'est déroulée en présence de Mme Aïcha Michel Vergès, directrice du cabinet du Premier ministre, et de M. Mohamed Amin Ould Raqani, chargé de mission au cabinet du Premier ministre. À sa sortie d'audience, Mme Ahouna Eziakounoua, directrice régionale du programme des Nations Unies pour le développement en Afrique, a fait la déclaration suivante. En mon nom personnel, mon nom c'est Abdoulaye Mardié, je suis coordinateur spécial des Nations Unies pour le développement au Sahel. Je suis avec Mme Ahouna Eziakounoua, qui est la directrice régionale du PNUD Afrique. Nous étions venus dans le cadre de la 13e réunion des envoyés spéciaux travaillant sur le Sahel. La directrice Afrique a voulu reconnaître le partenariat excellent qu'il y a entre le gouvernement et le PNUD. Et elle-même et le ministre ont reconnu cette excellence et se sont mis d'accord pour renforcer ce partenariat. Nous sommes dans une région extrêmement difficile et la Mauritanie est un îlot de paix dans cette région. Et comme vous le savez, la Mauritanie préside le G5 Sahel. La directrice régionale du PNUD Afrique et moi-même allons voyager dans d'autres pays de la région, d'abord au Mali, puis au Burkina Faso et en Guinée. Nous voulions avoir les orientations, la sagesse du gouvernement mauritanien, qui est un élément central dans le Sahel. Lors de la conférence des envoyés spéciaux, nous avons réitéré la centralité du G5 Sahel et nous avons reconnu le leadership de la Mauritanie. Et nous sommes tous engagés à nous mettre derrière ce leadership pour continuer à travailler dans la transformation du Sahel. Le PNUD est un acteur principal de cette transformation. Ceci a été reconnu par le gouvernement et la directrice Afrique du PNUD a pris l'engagement d'intensifier l'appui du PNUD pour accompagner la Mauritanie, non seulement à continuer à transformer l'économie mauritanienne, mais assurer le leadership mauritanien dans la question sahélienne. Lancement aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier sur les mécanismes de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement local organisé par le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie en coopération avec la Banque mondiale. Participant à cette rencontre et des représentants de certains départements concernés par cette stratégie ainsi que ceux du secteur privé. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. Consultation autour de la mise en œuvre des actions prioritaires de la stratégie du contenu local dans les industries extractives sont conviées à cet atelier. Les sociétés pétrolières, minières et gazières et devront échanger sur le contenu local. Présent à la rencontre, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Nanioul Chourouka, a d'emblée indiqué que les industries extractives représentent un important levier de développement local dans notre pays et que c'est partant de ce constat que le gouvernement a mis en place une stratégie pour développer le pétrole, le gaz et les mines qui occupent une place de choix dans le programme Ta'ahoudati du président de la République Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani.
Il poursuit en indiquant que le département s'attelle depuis plusieurs années après la mise en place d'une stratégie du contenu local de le développer de manière inclusive pour une meilleure gestion des industries extractives et cela malgré les défis auxquels le département est confronté. Il poursuit en indiquant qu'à travers la mise en place de ce contenu local, la gestion durable des ressources minières, pétrolières et gazières permettra sans nul doute le développement dans notre pays. Il conclut enfin en indiquant que l'implication de tous les acteurs à tous les niveaux conduira certainement vers la réussite du plan stratégique. Au cours de cet atelier, plusieurs exposés seront présentés de nature à comprendre comment la bonne gouvernance pourra rendre plus efficace la gestion du contenu local pour un développement durable de nos ressources extractives. Le Programme national de santé de la reproduction a organisé un atelier de validation de la stratégie nationale d'élimination du cancer du col de l'utérus avant 2030. Cet atelier vise à examiner les moyens les plus efficaces pour relever les défis prioritaires visant à éliminer le cancer du col de l'utérus, considéré comme un problème de santé publique. Melika Nakli. Le cancer du col de l'utérus, une pathologie qui tue encore de nombreuses femmes en Afrique subsaharienne et dans notre pays. D'où l'importance du dépistage précoce, de mesures appropriées et d'une stratégie qui permette l'élimination de cette pathologie à l'horizon 2030. Objet de cet atelier de 2 jours organisé par le ministère de la Santé. Le secrétaire général du ministère de la Santé déclare que le cancer du col de l'utérus est considéré comme étant la 2e cause de décès des femmes atteintes de cancer. Mais à travers une stratégie qui repose sur la vaccination, le dépistage précoce et une prise en charge appropriée, il est possible de renverser cette donne. À cet effet, le ministère de la Santé, en coopération avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, procède lors de cet atelier à la validation de la stratégie nationale de l'élimination du cancer du col de l'utérus comme problème de santé publique à l'horizon 2030. Les débats scientifiques de ces 2 jours d'atelier devraient permettre que l'analyse de la situation, les défis prioritaires, les orientations stratégiques soient validées. Prenant la parole à cette occasion et au nom de l'Organisation mondiale de la santé, M. Mohamedou Le Cheikh a mis l'accent sur les données en Mauritanie. En Mauritanie, pour ce qui est du cancer du col, le taux d'incidence standardisé en fonction de l'âge est de 35,1 pour 100 000 personnes et le taux de mortalité est de 25,5 pour 100 000 personnes, selon les données de Globcan. Il est important de noter que la majorité des cas de cancer surviennent chez des individus âgés de 30 à 49 ans, une tranche d'âge relativement jeune. De plus, l'apparition des lésions précancéreuses et même du cancer invasif se produit de plus en plus tôt. Il est crucial de rappeler l'importance du dépistage précoce de cette maladie, car il peut sauver des vies. Il est essentiel de souligner que pour éliminer le cancer du col de l'utérus en tant que problème de santé publique, des mesures audacieuses et immédiates sont nécessaires, notamment en mettant en place des interventions basées sur des preuves telles que la vaccination contre le papillomavirus, le dépistage du cancer du col de l'utérus et la prise en charge des cas détectés. La lutte contre le cancer est intégrée dans le plan national de développement sanitaire et ainsi que dans le plan stratégique intégré de la santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents en Mauritanie. La Chambre mauritanienne de commerce, d'industrie et d'agriculture a organisé une cérémonie de remise des diplômes aux filles stagiaires à l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs partenaires de l'agence. C'est un compte-rendu de Bokar Baylaba. L'accent de ce stage de promotion des investissements a été mis sur le genre féminin. Les diplômés ont y vent de l'environnement des investissements et le cadre de création des opportunités d'investissement, notamment dans le secteur productif, pour attirer le maximum d'investisseurs dans notre pays. Au sein de la PIM, nous sommes engagés à promouvoir la destination Mauritanie, à faire connaître les multiples opportunités d'investissement existantes, à assister les investisseurs, à faire le plaidoyer pour l'amélioration de la qualité de l'environnement entrepreneurial et à contribuer au développement d'un secteur privé dynamique, capable d'être un puissant moteur de croissance économique durable et pouvant accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable. Je saisis l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour réitérer tous nos remerciements
au PNUD Mauritanie pour tout le soutien apporté à notre agence, notamment à travers leur précieux appui à l'organisation du premier forum d'investissement organisé en Mauritanie au début de l'année. Nous avons intentionnellement privilégié un groupe de femmes pour justement contribuer à l'autonomisation économique des femmes, qui est la voie la plus sûre vers l'égalité des sexes, l'éradication de la pauvreté et vers une croissance économique inclusive pour réduire les disparités en matière d'emploi et d'entrepreneuriat. De son côté, le directeur de l'Agence nationale de l'emploi, Mohamed Djeoul Sidati, a souligné que la structure a contribué dans la sensibilisation pour la création d'opportunités d'emploi. À son tour, la directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique, Mme Aouna Ezeakinwa, a souligné l'importance de la tenue de cette rencontre, rappelant les efforts déployés par le PNUD pour appuyer notre pays dans le domaine de l'employabilité. Autre acteur majeur dans la promotion des investissements dans notre pays, il s'agit de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, notamment dans le domaine de la formation. Il faudrait que d'ores et déjà, que nous préparions cette jeunesse à prendre en charge justement l'ensemble de ces ambitions. Parce que l'État a de très grandes ambitions pour le développement économique, mais le capital humain reste au cœur de ce développement. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons relever les défis. Avant de conclure, juste vous donner quelques chiffres par rapport à la Chambre. Nous développons ici quelques projets et programmes financés par des partenaires de développement, notamment l'Union européenne, la Banque africaine de développement, des programmes dans lesquels il y a eu des volets de formation et de renforcement des capacités. Et dans tous ces programmes, nous avons, si nous regardons les statistiques, nous avons 40% qui sont dédiés aux femmes, aux jeunes filles. Et on a dans un nouveau programme qui va être lancé prochainement, qui est financé par la BAD pour l'Union des chambres de commerce du G5 Sahel, qui se chiffre à peu près à 8 millions de dollars. Il y a 2 millions de dollars qui sont réservés exclusivement à l'entrepreneuriat. À leur tour, les diplômés en stage de promotion des investissements en Mauritanie ont souligné la pertinence et la qualité de la formation. La ville de Nouadhibou a accueilli un atelier organisé par le ministère de l'Environnement en coopération avec l'Académie maritime et le projet OACA. Cet atelier vise à présenter des expériences réussies dans le domaine de la fixation des dunes de sable au bord de la mer dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Retour à Minataka. La stabilisation et la gestion des dunes et sables côtières ainsi que la résilience face au changement climatique, c'est le thème retenu pour cet atelier tenu dans notre capitale économique Nouadhibou. Il sera question également au cours de cet atelier des synthèses d'expériences du cas du littoral à Nouakchott et les perspectives d'avenir dans le but de formuler des propositions scientifiques à même de combattre l'érosion côtière. Présent à la rencontre, le secrétaire général par intérim du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Mahfouz Ould Habib, a noté l'importance d'échanger les expériences accumulées au cours de ces dernières années pour produire des expériences. Il a indiqué que toutes les zones côtières du monde sont affectées par les tempêtes et d'autres événements naturels, ainsi que les activités menées par l'homme qui sont nuisibles à l'environnement, en particulier dans les zones dégradées et touchées par la sécheresse, indiquant que la gravité de ce phénomène varie d'une zone côtière à une autre et estimant que la stabilisation mécanique et la création d'espaces verts pourraient apporter un plus pour nos plages qui sont menacées depuis plusieurs années. Lui succédant, Mahfouz Ould Taleb Sidi, directeur de l'Institut supérieur des sciences affilié à l'Académie navale, a appelé à trouver une solution basée sur la réalité et les possibilités locales afin d'assurer sa pérennité et de mettre un terme au problème. Il a indiqué que le phénomène de l'érosion des plages est mondial. Il a également parlé des caractéristiques et de l'importance de certaines plantes existantes qui doivent être préservées et qui contribueront à absorber la salinité et à stabiliser les dunes, rappelant à cet égard les efforts de l'Institut pour diagnostiquer le phénomène et faire face en stabilisant biologiquement le sable avec l'expérience de la plante Irwa entre l'Institut et plusieurs partenaires au développement, ce qui a donné des résultats positifs. Il est à noter qu'au cours de cet atelier d'échange, les recommandations seront proposées au ministère de l'Environnement et du Développement durable.
Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République affirme que notre pays dispose de tous les facteurs nécessaires pour devenir l'un des principaux acteurs du marché mondial de l'hydrogène vert et des industries minières vertes. Le président de la République s'entretient à Bruxelles avec de hauts responsables de l'Union européenne, dont le président du Conseil régional, le responsable de la politique étrangère de l'Union, le commissaire européen à l'énergie et son commissaire aux partenariats internationaux. Le Premier ministre reçoit une délégation des Nations Unies dirigée par Mme Mahouna Ziankowa, directrice régionale du programme des Nations Unies pour le développement en Afrique. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.